Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du Togo. Ce soir, nous allons discuter autour d'un livre intitulé L'Afrique à la merci de la communauté internationale. Depuis la colonisation jusqu'à la démocratisation, un ouvrage qui aborde des questions du panafricanisme, les aides internationales, la vision nouvelle, la nouvelle place que l'Afrique pouvait espérer occuper dans le concert des nations dans cette période de 2024 exactement où il y a beaucoup de bouleversements et tout. Et ce livre, nous avons l'honneur surtout de le décortiquer parce que c'est écrit par un diplomate togolais, quelqu'un qui était aux affaires, qui a été dans les missions des Nations Unies à l'international, comme au Kosovo, au Congo, un homme qui connaît très bien le ministère des Affaires étrangères, qui a bossé avec le ministère de la Justice. Donc, vous comprenez qu'on a affaire à un invité XXL. Il s'appelle Monsieur Latevi Atchon Elliot Lawson et c'est bien lui, l'auteur de cet ouvrage. Monsieur Latevi Atchon Elliot Lawson, bonsoir. Bonsoir. Comment vous vous portez? Bien, je suppose. D'accord. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous appelez les Africains à travers ce livre à, je cite, « fait preuve d'un panafricanisme sans faille, susceptible de libérer leur pays de la tutelle des puissances étrangères et de leur permettre de se hisser au niveau approprié dans le système international et de leur garantir leur indépendance dans l'interdépendance des nations du monde. » Fin de citation. Monsieur Lawson, le panafricanisme est devenu aujourd'hui un fourre-tout et même des régimes au pouvoir pendant des décennies qui ne sont pas prêts à céder le fauteuil, en tout cas à faire place à l'alternance, s'en prévalent. Finalement, lorsque vous parlez de panafricanisme, de quel panafricanisme parlez-vous? D'abord, je parle de panafricanisme lorsqu'il s'agit de patriotisme africain. Lorsqu'il s'agit de mettre en avant les intérêts généraux des peuples africains. Je ne parle pas seulement de l'intérêt général, parce que les peuples africains sont nombreux, les pays africains sont nombreux, chaque pays a ses intérêts. Je parle de ça. Il s'agit avant toute chose, à travers le panafricanisme, et c'est là son objectif, d'assurer à l'Afrique, surtout aux masses vulnérables, un meilleur devenir, un mieux-être d'abord, ensuite un meilleur devenir. C'est ça ce que j'appelle panafricanisme. Il s'agit pour l'Afrique de s'unir pour se battre, obtenir ce qui lui revient de droit sur la scène internationale et le gérer à bon escient pour permettre que ces populations les plus défavorisées puissent également, en plus des hautes sociétés ou des sociétés moyennes, des classes moyennes, que cette population défavorisée puisse aussi en jouir et vivre décemment. Alors, ça fait quand même, ça date pas d'aujourd'hui, le discours sur le panafricanisme, les Africains doivent s'unir pour pouvoir se défendre. Mais plus les années passent, plus on a l'impression que c'est de la pure théorie. Est-ce que vous y croyez? Parce que quand on voit aujourd'hui, depuis l'ère Nkrumah jusqu'à aujourd'hui, rien n'a bougé en soi. Oui, vous avez raison. Vous avez fait un constat assez clair. Il n'y a pas eu grand-chose. Mais maintenant, je crois qu'il se lève un vent qui est vraiment propice à ce que l'on prenne des actions, à ce que l'on agisse. Il s'agit plus d'utiliser le terme panafricanisme comme un slogan que l'on brandit de ci, de là. Il s'agit de faire en sorte que l'unité africaine, l'intégration africaine, l'unicité des positions de l'Afrique face à certaines questions soit une réalité. Alors, vous parlez des vents. Je suppose que vous faites peut-être référence à ce qui a commencé dans l'AES. Je ne sais pas si on parle le même langage sur ce coup. Est-ce que c'est ça? C'est ça qui suscite l'espoir en vous? Ou bien c'est plutôt d'autres réalités? Bon, ce qui suscite l'espoir en moi, c'est
c'est la prise en compte des jeunes générations. Des générations qui viennent après nous, et même de celles qui viennent après, celles-là. La génération de nos petits-enfants, qui ont la trentaine passée, et qui sont parfois déjà à pied d'œuvre, qui travaillent. Alors, ce sont ceux-là qui doivent se réveiller. Ils se réveillent déjà quand on voit partout, dans la rue, aussi bien que dans les bureaux, dans les banques, les jeunes réfléchir. On a bon espoir que demain, l'Afrique ne sera plus le marchepied de la communauté internationale. Donc il y a bon espoir. Il y a bon espoir. Vous misez beaucoup sur la jeunesse, ça, je comprends. Mais lorsque vous voyez, peut-être une dernière question sur le panafricanisme, peut-être avant-dernière, lorsque vous voyez aujourd'hui le panafricanisme et la façon dont certains régimes, d'ailleurs, s'en servent en Afrique, est-ce que ça vous désole? Ou bien vous estimez que c'est normal, que tout le monde peut s'en prévaloir? Si vous voulez, je vous donne un exemple très simple. Le Togo se proclame comme un État panafricaniste. Je ne sais pas si vous y croyez, mais on peut en parler. Est-ce que vous pensez que un régime qui est là, qui fait quand même bientôt 60 ans, peut aussi crier sur tous les toits du monde, le panafricanisme, est-ce que c'est ça, votre panafricanisme, ce à quoi vous croyez? Bon, pour le moment, on m'a parlé de panafricanisme. J'ai entendu le ministre des Affaires étrangères parler de panafricanisme. J'ai même ouï dire qu'il y aurait une conférence panafricaniste qui a été reportée. Bon, mais j'attends de voir ce que ça va donner d'abord pour juger. Je ne voudrais pas avoir de préjugés, de dire que ce sera un panafricanisme. Le même ministre des Affaires étrangères, comme vous le dites, a fait un discours à l'ONU dont vous seriez certainement au courant. Ça fait quoi, 1 an et demi ou 2 ans, peu importe. Il disait, nous sommes fatigués. Oui, aux Nations Unies. Oui. Oui, c'est pour annoncer peut-être cette conférence. Bon, on est fatigué. Bon, alors il faut qu'on puisse démontrer qu'on est fatigué par des actions. En quoi faisant, par exemple? En quoi faisant? Ben, en unissant les États africains, à commencer par les communautés régionales. Est-ce que le petit Togo peut faire ça? Si je suis. Est-ce que le petit Togo peut unir? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On n'a pas besoin d'être grand. Déjà, de la volonté. Oui. Mais déjà, est-ce que nous avons de la légitimité au plan international pour rassembler les gens autour de nous? Lorsqu'on sait, par exemple, qu'en Afrique, ça bouge autour de nous, il y a de l'alternance partout, est-ce que nous pouvons nous présenter devant les gens pour dire, venez, on va faire les États-Unis d'Afrique, venez, mais qui va nous écouter? Bon, les États-Unis d'Afrique, moi, je n'y crois pas non plus. Ah, d'accord. Il ne s'agit pas de créer des États-Unis d'Afrique, il ne s'agit pas de pousser le panafricanisme jusqu'à ce point-là. Moi, je crois plutôt en la création de communautés régionales, de cercles concentriques, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Afrique australe, Afrique de l'Est, qui, au sein de l'Union africaine, l'organisation continentale, échangeraient leurs points de vue et arriveraient à des positions communes sur les grandes constitutions du monde. Okay. Et respecteraient partout où ils iraient ces points de vue-là. D'accord. Alors, il y a un adage togolais qui dit que c'est la souris de l'intérieur de la maison qui amène celle de l'extérieur. Vous connaissez certainement cet adage. On dit à lever à fi et ça n'amène avec fi. Alors, pour libérer l'Afrique, chaque pays ne devrait-il pas tout simplement se concentrer sur les ennemis intérieurs pour faire tout simplement le ménage, beaucoup plus que de se cramponner au slogan panafricaniste et tout? Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord avec vous. Tout le monde n'est pas panafricaniste et tous ceux qui se disent panafricanistes ne le sont pas. Il faut juger les gens sur pièce. Et j'ai dit dans le livre clairement que nous n'avons pas à jeter la pierre rien qu'aux pays développés, dont le rôle est de chercher toujours à gagner du terrain. Il appartient à ceux sur qui ils veulent exercer leur hégémonie de se rebiffer et de refuser cette hégémonie-là. Ceux-là qui les acceptent
resteront des laquais. C'est pour ça que je dis que l'Afrique, après 60 ans, doit maintenant relever la tête et refuser d'être un laquais, fourré aux confins de la communauté internationale. Bon, à l'intérieur, il y a, je l'ai dit aussi, je l'ai dit dès l'introduction que je dénonce. Je dénonce les cadres africains qui font le jeu de la communauté internationale au détriment de l'Afrique. Parce qu'il y en a dans chacun de nos pays. Des gens qui ont choisi, parce qu'ils n'ont aucun sens du patriotisme, ils veulent s'enrichir à tout prix. Je dis bien à tout prix, c'est tout. Et ils sont prêts à favoriser, sinon à introduire carrément chez nous, des agents de la communauté internationale qui se soucient très peu des intérêts de nos pays, des intérêts de nos populations. Je vais aborder la question de la communauté internationale avec vous, mais vous avez parlé tout à l'heure des cadres qui ne se soucient pas, etc., du devenir de l'Afrique, du développement de l'Afrique. J'ai bien envie de vous poser une question de curiosité. Je l'ai dit dans l'introduction, que vous avez quand même un parcours assez riche, assez fourni. Petite question de curiosité, qu'est-ce que vous aviez fait à l'époque quand vous étiez aux affaires? Ce que nous avons fait? Oui, vous particulièrement. Moi? Parce que j'ai rappelé que vous étiez dans l'émission au Congo, au Kosovo. Vous avez travaillé, vous avez été directeur au niveau du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur. Vous avez quand même un parcours assez riche. Vous connaissez très bien ce système-là. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai assumé ce point de vue-là dans la mesure du possible. Dans la mesure où mon devoir de réserve me le permettait. Parce que j'étais ça, n'oubliez pas que j'étais sous le coup du devoir de réserve, aussi bien comme diplomate togolais, diplomate national, que comme diplomate, que comme fonctionnaire international. Mais maintenant, est-ce que vous êtes toujours sous ces réserves-là? Vous êtes à la retraite? Non, je n'ai plus cette réserve. J'ai le droit de parler. Oui. Librement, de exprimer mon point de vue. Ce que je fais là. Mais ce que vous faites là, c'est vrai que c'est assez énorme, mais en 30 secondes, est-ce que vous pouvez déjà rappeler un élément phare que vous auriez fait en ce temps-là où vous n'aviez pas l'occasion de l'exprimer? Ouais, peut-être que le moment n'était pas venu de le faire. Peut-être que ce que je dis là, ça pourra se faire dans 50 ans, dans 100 ans, vous pouvez le savoir. D'accord. Ça prend du temps, c'est pas linéaire, il y aura des soupçons, mais il faut commencer par écrire, commencer par dire, commencer par manifester. Ça prendra du temps. D'accord. Vous évoquez l'une des méthodes de domination de l'Afrique par la communauté internationale que représentent en fait les institutions internationales. Alors, comment est-ce que les aides internationales peuvent être un outil, sinon des outils de subordination pour l'Afrique plutôt qu'un instrument de développement? Il y a ce qu'on appelle l'aide liée. Il y a des aides qui s'octroient sous condition. Il y en a d'autres qui s'octroient de façon plus discrète, sans conditions précises, mais sachant qu'aucune aide n'est libre, n'est vraiment gratuite. Mais est-ce qu'en soi, l'expression ou le mot aide, est-ce que c'est pas déplacé? Est-ce que c'est vraiment des aides? Souvent, quand on dit le FMI a aidé le Togo à hauteur de 40 milliards, 200 milliards, je sais pas des aides, c'est un mot à revoir. Ouais. C'est un mot à revoir, à mon avis. Okay. Aide extérieure, aide publique, aide de développement. Oui, c'est ça. C'est pas de l'aide. Même si, donnons un cas précis. On nous parle d'aide, l'aide publique au développement que les États africains reçoivent. Il est démontré que depuis plusieurs années, l'argent qui sort des pays africains par les flux illicites, la corruption, le blanchiment, les fraudes, etc., les fuites de capitaux, la corruption, les impôts non payés, etc., qui vont vers l'Europe, qui sortent de l'Afrique, de tout vers l'Europe, les paradis fiscaux, vers l'Amérique, tout ça. Voilà. Ouais. Il a démontré que au moins 40 à 90 milliards de dollars quittent l'Afrique chaque année vers les pays développés. Et comme nous parlions d'aide, c'est le double de l'aide
que nous recevons chaque année. Autrement dit, nous envoyons l'argent de l'autre côté, on prend une partie et on dit, on vous aide. Autrement dit, nous aidons Ceux qui nous aident. Ouais, ceux qui nous aident. Voilà. Alors, tu n'es dans le rebours, carrément. Oui. Bon, maintenant, dans une situation assez précise, celle qu'on connaît, si vous voulez, je vous donne juste un exemple très simple. Bon nombre de nos pays aujourd'hui sont incapables de survivre sans, entre griffes, des aides extérieures. Alors, même malgré ces aides, un pays comme le nôtre, par exemple, mobilise encore de l'argent, fait encore des emprunts sur le marché de l'UMOA pour pouvoir arrondir ses fins du mois. Est-ce que vous pensez que véritablement, on peut se passer de ces aides? Actuellement, les États africains n'ont pas atteint le niveau de totalement se passer de l'aide extérieure. Il y a ce qu'on appelle les investissements directs extérieurs, et même des pays comme les États-Unis en ont besoin. Donc, le Togo ne peut pas échapper à cette règle. Mais le Togo, comme tous les pays africains, devrait s'organiser pour, à terme, et de préférence à court terme, se passer de cette aide-là. Tout dépend de comment cette aide est programmée, utilisée, pour ne pas engendrer des endettements ad vitam. Est-ce que c'est pas ce qui est en cours, justement, puisque on fait pas le point de ces aides-là, si on doit le dire. Le grand peuple, la grande masse n'est même pas au courant que c'est de l'endettement. Parce que à elle, cette grande masse-là, on lui parle d'aide. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans le gouffre? Mais les choses sont ainsi faites, comme vous voyez. Personne ne dit rien, même les donateurs, les bailleurs de fonds, disent pas grand-chose. Parce que ça les arrange, ça leur permet de contrôler. Ça les arrange. Moi, je trouve même qu'ils sont complices dans certains cas. Je l'ai dit dans le livre. Parfait. Alors, le livre, vous venez encore d'en faire référence, L'Afrique à la merci de la communauté internationale. Un livre qui retrace un peu l'histoire depuis la colonisation jusqu'à la démocratisation. Mais bon, je dirais quand même, c'est un chef-d'œuvre, certes, mais il y a une multitude d'ouvrages produits sur ces mêmes thématiques. En quoi est-ce que le vôtre, paru le 31 octobre 2024 aux éditions Harmattan, apporte une plus-value? Oui. Sinon, je n'aurais pas mis 9 ans avec ça, je ne l'aurais pas publié. J'ai publié ce livre 9 ans après le premier. J'ai commencé aussitôt, quand j'ai publié le premier. J'ai observé, il a suivi, j'ai mis 9 ans pour le sortir. Et au bout, je me suis dit, non, tu ne peux pas fourrer ce manuscrit-là dans un tiroir. Il faut le sortir. Parce que j'ai pris des exemples précis. Les essais que j'ai lus sur la question ne traitent pas la question de la même façon. OK. Il faut qu'il y en ait davantage qui traitent la question de 1001 façons pour que ça frappe l'opinion. Donc voilà pourquoi il a présenté le livre comme ça. J'ai donné des exemples, j'ai cité des cas précis, j'ai cité le cas de la Cour pénale internationale, j'ai cité le cas de l'agression contre Kadhafi, oui. J'ai cité le cas... Le génocide au Rwanda. Le génocide au Rwanda, là où il y avait des jeux que certains ignoraient entre les grandes puissances, États-Unis, France. Il n'y a pas eu qu'un génocide, il y avait en dessous un jeu géostratégique. Bon, donc il y a tout ça. Il y a par la suite la croisade contre Kadhafi. Kadhafi, oui. Bon, donc j'ai donné des exemples, je les ai analysés, je les ai relatés, etc. Chacun écrit comme il peut, selon son style. On n'aura jamais épuisé ce sujet-là. Monsieur Latevi Acholiot Lawson, quelle est votre vision de l'avenir de l'Afrique en termes de relations internationales et d'interdépendance? Quelle est votre vision de l'avenir de l'Afrique? De l'avenir? Oui, en termes de relations internationales et d'interdépendance. Ouais, l'Afrique a de l'avenir si elle se reprend, si elle se bat.
nous sommes dans un monde de combat qui évolue vite. Il faut prendre l'allure, il faut dépasser certaines frasques, il faut dépasser certaines pratiques d'un autre âge. Il faut assurer une gouvernance rigoureuse et il faut cesser d'avoir des complexes à l'égard des autres. Négocier avec eux, privilégier nos intérêts, nous unir, parler d'une voix tant que c'est possible. Ce n'est pas toujours possible, mais tant que c'est possible, parler d'une voix. Et non pas en notre sein, à l'intérieur même de l'Afrique, créer des puissances qui chercheraient à être hégémoniques, alors que déjà nous souffrons de l'hégémonisme des puissances extérieures. Si l'Afrique s'organise ainsi, elle réussira. C'est ce que l'Asie a fait, c'est ce que l'Europe même a fait par rapport aux États-Unis. Bon. René Dumont, que vous connaissez certainement, voilà, a écrit déjà dans les années 1960 l'ouvrage L'Afrique noire est mal partie. Oui. Bon, aujourd'hui, quand vous parlez de se battre, déjà, si lui, déjà en 60, il voyait que l'Afrique noire est mal partie. Oui. Aujourd'hui, en 2024, on voit là où les autres sont, on voit également là où nous sommes. Tout à fait. Est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que c'est... Rattraper les autres? Oui. Il faut un cataclysme pour ça. Non, alors, nous allons mener que le combat, alors, si on peut pas les rattraper. Est-ce que nous avons besoin de les rattraper? On a besoin au moins de les dépasser? Non. On n'en a pas besoin. Non. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de notre bien-être. D'être chez nous, d'être indépendants, de notre bien-être. Nous avons besoin qu'on ne nous pille plus, qu'on ne nous exploite plus. C'est pas parce que quelqu'un est riche que vous devez forcément chercher à être aussi riche que lui. Vous n'avez pas à être aussi riche que lui pour être heureux. On peut être pauvre et être heureux. Pour être heureux. On peut être pauvre et être heureux. Oui, on peut être pauvre. En tout cas, on peut être moins riche que l'autre et être heureux, et plus heureux que lui. D'accord. Monsieur Lawson Latevi, nous avons malheureusement un temps qui est assez limité, mais chaque fois, lorsque nous recevons nos invités vers la fin de l'émission comme ça, nous leur laissons quand même l'occasion de s'exprimer sur un sujet d'actualité, en tout cas un sujet de leur choix. Peut-être un coup de gueule, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, la tribune est à vous à présent. Est-ce que vous avez un sujet, un thème qui vous vient particulièrement à cœur ou un message que vous voulez délivrer, peut-être à l'endroit de la jeunesse, des dirigeants, peu importe, de la classe politique africaine, peu importe? Oui, moi je pense à la dernière élection présidentielle au Ghana. OK. Il y a quelques jours déjà avant l'élection, j'ai regardé à la télé, j'ai lu aussi que les partis en présence, les partis des deux grands candidats, avaient signé un pacte de paix. Il y aurait pas, chacun respecterait l'autre, il y aurait pas de grabuge, il y aurait pas de violence. L'élection a eu lieu, il n'y a pas eu de violence, effectivement. Les résultats ont été évidents et connus assez tôt. Aucune partie de l'électorat n'a manifesté aucune joie ni aucune déception. Et avant même que les élections ne soient proclamées. La dame qui a perdu contre Mahama, c'est Baoumia, c'est le monsieur. Oui. C'est Mahama qui a une vice-présidente, je crois. Bon. Baoumia, l'ancien vice-président, a appelé Mahama pour le féliciter comme c'est la pratique un peu partout maintenant dans le monde. Bon, c'est là un fait récent que moi j'aimerais bien se répéter partout en Afrique. Et c'est tout. Ce sont des gens du même pays. L'un dirige, s'en va, l'autre dirige aussi. Pourvu qu'il n'y ait pas de règlement de compte après, que une fois au pouvoir, l'un cherche à régler son compte à l'autre, pour qu'il n'y ait pas cela. D'accord. Monsieur Latevi Yachor Elliott Lawson, merci.
Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, je vous remercie également. Je vous rappelle que nous avons pris le temps de discuter autour du chef-d'œuvre de Monsieur Latevi Lawson Elliott, l'Afrique à la merci de la communauté internationale. Sur ce, je vous, en tout cas, invite à procurer ce document qui, j'avoue, est très riche. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le peuple togolais, qu'il bénisse les Ghanéens pour la leçon de la démocratie et qu'il inspire surtout les pays aux alentours à pouvoir s'en inspirer. À la prochaine.